Et c'est vrai qu'après, nous, au milieu de ça, pour revenir un petit peu à la thématique de votre groupe, c'est comment les ex-musulmans peuvent se faire Mm. entendre, quoi. Mm. Ah oui. Et c'est tout l'enjeu. C'est comme je l'ai dit, ça passe par la sémantique, mais aussi comment dire, de s'investir aussi dans des associations de lutte contre le racisme. Alors c'est clair que au début les gens ils vont pas comprendre, ils vont traiter les ex-musulmans de fachos comme d'habitude, hein. Mais il faut faire comprendre à ces associations, il faut aller militer dans des associations comme les islamistes les ont infiltrés. Mais la différence, c'est que les islamistes les ont infiltrés par hypocrisie, avec des arrière-pensées, mais pas par sincérité. Alors que les ex-musulmans, eux, les investiraient par sincérité parce que c'est vraiment le lieu qui est là aussi pour les défendre. C'est-à-dire que les ex-musulmans étant discriminés au sein de leur communauté, victimes parfois violentées, euh, euh, comme peuvent l'être des homosexuels, voilà, euh, la place, les associations qui doivent les prendre en charge, qui doivent les représenter, qui doivent les défendre, c'est des associations comme SOS Racisme, comme d'autres associations, le MRAP ou je sais pas quoi, qui sont censées lutter contre toutes les discriminations. Et puis aussi, et surtout, les associations féministes. Dans les associations féministes, il y a très peu d'ex-musulmanes qui savent de quoi ils parlent, de l'intérieur et tout ça. C'est le planning familial, par exemple, est phagocyté par le féminisme intersectionnel qui est influencé par l'islamisme. Donc, il faut pouvoir aussi réinvestir ces associations et apporter un contre-discours, ne serait-ce que par l'expérience. Et comme eux sont plus sensibles à l'émotion qu'à la raison, et de dire, ben voilà, mais moi j'ai vécu ça dans ma chair, faire en fait de son corps et de sa vie un argument, comme les islamistes font de leur corps et de leur vie un argument pour se victimiser. Voilà. Et l'enjeu passe par là. Et c'est aussi de militer pour la laïcité. La laïcité, c'est le meilleur outil, c'est le meilleur rempart. En France, on a la chance d'avoir cette laïcité-là. C'est le meilleur outil et le meilleur rempart. Ah, tout à fait. Juste rapidement, tout à l'heure, vous avez évoqué AJ+. Vous en pensez Oui. quoi d'AJ+, justement? C'est pas un bon outil, justement, de la part des Qataris frères musulmans pour faire avancer leur agenda, pour Bah le si, coup? justement, c'est que AG+, donc, est une émanation d'Al Jazeera. C'est une chaîne numérique financée par le Qatar. Et quand on regarde cette chaîne, donc c'est très racialiste, intersectionnel. Voilà, donc ça peut parler d'homosexualité, ça peut parler de choses comme ça, LGBTQ+, je sais pas quoi. C'est très intersectionnel pour justement, à travers ça, faire passer certaines idées islamistes. Et c'est ça la force des frères musulmans aussi, c'est de pouvoir s'allier avec des gens qui ne sont pas du tout dans leurs idées. C'est un peu comme, je sais pas moi, si des gens de gauche faisaient par stratégie alliance avec l'extrême droite, par exemple. C'est que ils vont soutenir, enfin, ils vont accepter, les islamistes, les frères musulmans, vont accepter le soutien d'homosexuels, d'associations gays, etc. La manifestation contre l'islamophobie en novembre 2019, c'était ça hein, aussi, hein. Il y avait des militants d'extrême gauche, des militants pour les droits LGBT, de lutte contre l'homophobie. Mais quand il y a la Gay Pride, quand il y a des manifestations contre l'homophobie, les islamistes n'y vont pas, évidemment. Il n'y a aucune femme voilée dans la Gay Pride. Donc, et Agi+, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour faire passer les idées politiques de l'islamisme, en y allant vraiment progressivement par petites doses, on noie ça dans une forme de fausse tolérance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Agi+, parle très peu du Qatar, de ce qui s'y passe, parle pas d'islamisme, parle pas de tout ce que de ce que moi j'écris. On rentre pas dans cette ligne-là. Et Agi+, là où elle réussit sa mission, c'est que l'influence des médias comme Mediapart ou comme le Huffington Post, etc. Alors que moi, j'y ai pas ma place. Moi, ils m'inviteront jamais. Je ne corresponds pas à leur image stéréotypée d'un habitant des quartiers populaires d'origine maghrébine, de culture musulmane. Je ne colle pas à leurs stéréotypes. Donc, ils m'inviteront pas, quoi. Et le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas le pendant d'Agi+. Il n'y a pas une chaîne universaliste qui fonctionne comme Agi+, ça n'existe pas. Et ça, c'est la faute aussi, et c'est ce que j'arrête pas de dire au courant des associations laïques, etc. Ils fonctionnent encore comme dans les années 80, quoi, avec des listes de diffusion, des mailings,
Voilà, donc ils fonctionnent à l'ancienne, quoi. Ils sont pas sur TikTok, par exemple. Donc, et c'est tout le problème, c'est qu'on laisse aussi le champ de la communication à ces gens-là, aux islamistes et aux racialistes, et les universalistes, les laïcs ont du mal avec ces outils. Et c'est une des raisons qui explique que les jeunes sont plus présents, adhèrent plus à ces idées à la fois islamistes et une laïcité version anglo-saxonne, plutôt qu'à l'universalisme et à la laïcité version française. Et c'est tout le problème. Moi, dans mes conférences, je le vois aussi. Hein, quand j'ai le public que j'ai en face de moi, la moyenne d'âge, c'est plus de 40 ans. Et puis il y a pas mal de personnes du troisième âge, alors que les islamistes d'un côté, et puis aussi les Rokhaya Diallo, les gens comme ça, eux, leur public, c'est la vingtaine. Donc ils touchent mieux la jeunesse, et parce qu'ils ont compris que c'est ça la cible, c'est eux l'avenir. Et que les islamistes, justement, les frères musulmans, contrairement aux salafistes qui sont une vision à court terme, les frères musulmans, eux, considèrent qu'ils ont le temps. Et eux, ils veulent abolir la loi de 2004. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas l'abolir maintenant. Ils comptent sur la prochaine génération pour l'abolir. Et pour ça, il faut éduquer très tôt les musulmans et les non-musulmans pour supprimer la loi de 2004 dans 15 ans ou 20 ans. Donc les jeunes aujourd'hui qui adhèrent à cette vision anglo-saxonne, ce sont nos futurs élus, ce sont nos futurs députés. Et il y a de grandes chances, si on continue comme ça, que dans 15 ou 20 ans, la loi de 2004 et de 2010, c'est-à-dire sur le voile intégral dans la rue, soit supprimée, et voire même que la loi de 1905 soit modifiée suffisamment pour la rendre compatible avec l'islamisme. Ah, carrément, vous pensez que ça pourrait techniquement arriver, Ah, juridiquement, c'est une constitutionnellement? possibilité. Bah oui, Oui. parce que encore une fois, les jeunes d'aujourd'hui sont nos élus de demain. Or, quand on écoute les jeunes d'aujourd'hui, une majorité d'entre eux ne maîtrisent pas ce qu'est le voile. Par exemple, un truc tout bête, ils ont grandi, ceux qui sont nés, même ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, qui sont nés en 1990 par exemple, ils ont toujours connu, la plupart des musulmanes qui voient sont voilées. Alors que nous, on a connu les musulmanes dont aucune n'était voilée. On a connu l'islam sans voile. Eux, ils n'ont connu que l'islam avec voile. Pour eux, l'islam, c'est ça. Ça ne peut pas être autre chose. Donc forcément, ils ne comprennent pas qu'on puisse, pour eux, la laïcité et la loi de 2004, pour eux, c'est un obstacle, c'est un frein à la liberté, c'est liberticide. Donc, ils ne comprennent pas du tout les choses. Et c'est pour ça qu'une fois qu'ils auront les clés du pouvoir, il y a de grandes chances que, alors pas tous, hein, mais de grandes chances que certains veulent supprimer 2004 et 2010 et modifier la loi de 1905. Mais le danger aussi, c'est que forcément, ça va favoriser l'extrême droite nationaliste. Et que si un jour l'extrême droite en France est au pouvoir, ce sera en grande partie, pas seulement évidemment, mais en grande partie en raison aussi de cette évolution-là. Parce qu'une partie de la population française est effrayée par cette évolution. Et là, l'enjeu, c'est que les ex-musulmans trouvent leur place et puissent se faire entendre, et évidemment en évitant de tomber dans l'excès du discours extrême droitiste, je dirais, qui est le rejet des musulmans dans l'absolu, de ne pas faire la distinction entre les musulmans et l'islam, et entre l'islam et l'islamisme. Voilà, et qu'effectivement, on peut être athéophobe, déistophobe, on peut détester l'islam en tant que religion, et après, c'est des débats, hein, considérer est-ce que l'islam, c'est l'islamisme, c'est la même chose, etc. Ça relève du débat intellectuel. D'être quand même laïque, c'est-à-dire de considérer que même si moi je suis athéophobe, c'est une opinion personnelle et que je ne suis pas pour la suppression totale et absolue de l'expression religieuse dans la rue parce que voilà, il y a des gens qui veulent y croire. La loi de 1905, c'est pas ça. Et que si moi je veux qu'on accepte mon athéisme et qu'on respecte mon opinion d'athée et que j'ai pas envie qu'on me saoule avec l'islam ou avec une autre religion, je dois accepter aussi que des gens puissent pouvoir croire et puis pratiquer leur religion comme ils l'entendent, mais dans un cadre de liberté qui est encadré par la loi de 1905, donc pas n'importe comment. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que les ex-musulmans pourront mieux se faire entendre. Sinon, ils vont être assimilés à l'extrême droite et donc ils seront inaudibles. C'est pour ça qu'on insiste Exactement. souvent sur cet aspect-là des choses. Nous, ce qu'on veut, c'est normaliser d'être sorti de l'islam. On ne cherche pas à déconvertir des gens ou notre objectif, c'est vraiment de pouvoir être visible et exister, quoi. Par exemple, moi, ce qui m'avait choqué, c'est chez Hanouna, parce qu'à un moment donné, il avait fait confronter une jeune avocate. Je pense qu'elle
qu'elle se présente comme une militante musulmane et tout. Et elle, je ne sais pas si vous la connaissez, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Et en gros, ce qu'elle voudrait, en gros, elle est étudiante en droit. Et ce qu'elle voudrait, en tout cas, elle milite pour cela, c'est pouvoir défendre au barreau, donc au tribunal, en voile. Voilà, pour l'instant, c'est interdit. C'est pas conforme à la juridiction actuelle, mais elle voudrait militer pour ça. Donc, on l'a confrontée à Majid Oukacha, qui est ex-musulman. Et justement, dans le plateau, ça riait, ex-musulman, là, c'est drôle, je savais pas qu'on pouvait être ex-musulman. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle invention? Alors, ils étaient déjà en train de décrédibiliser cette notion-là. Et là, je me suis rendu compte que, aux yeux du public, ça va mal se passer. Si déjà on nous présente comme étant des gens anormaux, bizarres, comme si l'ex-musulman était une lubie, etc. Voilà ce que je voulais Oui, mais dire. c'est parce que justement, ils n'ont pas l'habitude et puis il faut retourner leur truc. C'est-à-dire qu'eux se présentent comme des tolérants, mais voilà, ils rient dès que quelqu'un exprime une vision différente, une approche différente. C'est ça. Et je connais cette jeune femme voilée. Mm. Elle est dans la région lyonnaise, je crois. Et elle fait partie. Elle fait partie des petits pas. Elle fait partie des petits jalons de l'islamisme pour donner des coups de boutoir contre la République. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle n'est pas manipulée frontalement par des gens qui lui disent voilà, tu vas faire ça pour faire avancer notre cause. C'est qu'elle a été convaincue par une idéologie et c'est une initiative personnelle pour appliquer cette idéologie. Et en fait, elle rend à l'idéologie ce que l'idéologie lui a donné. Et elle nourrit donc cette idéologie pour faire avancer cette politique totalitaire. Elle se sert donc de son corps, elle se sert de sa tête pour faire avancer son idéologie. Il y a une part de sincérité en elle parce qu'elle considère qu'elle a besoin de plaider voilée. Mais elle ne va pas se remettre en question. Elle ne va pas se demander pourquoi est-ce qu'il lui est psychologiquement impossible de retirer son voile quand elle bosse. Après tout, si c'est un choix libre, donc elle peut le retirer n'importe quand. Donc c'est bien parce qu'elle ne peut pas le retirer que ce n'est pas un choix libre. Et que donc c'est bien pour cela qu'il ne faut pas autoriser ce genre de choses. Et que aussi son action est faite pour tordre le bras à la laïcité, pour amener la laïcité française vers une laïcité anglo-saxonne qui, elle, n'empêche pas les avocates de plaider voilées. Et que enfin, elle présente encore une fois ça comme l'expression d'une religion, de son expression religieuse, et une expression religieuse qui est opprimée par une société intolérante. Alors que le voile n'est pas religieux, il est d'abord sexiste. Et que c'est sur ce terrain-là qu'il faut aller. C'est qu'il faut arrêter d'aller sur le terrain de la laïcité qui a été choisi par les islamistes parce que d'oppresseurs, ils passent à opprimer. Puisque le voile serait interdit à tel endroit, donc on est opprimé. Mais si on est sur le véritable terrain du voile, qui est le sexisme et le patriarcat, là, le voile devient leur talon d'Achille. Là, ils n'ont aucune chance. Or, considérer que c'est d'abord un sujet laïque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la laïcité, qui est d'abord un bouclier pour protéger les femmes, se retourne contre elle. Puisqu'au nom de la laïcité, on peut aménager le sexisme et le patriarcat selon la loi de 1905, si elle interdit ou si elle autorise à tel endroit ou tel endroit. Le voilement des petites filles dans la rue, la loi de 1905 ne l'interdit pas. Et il y a des gens de gauche qui considèrent que puisque la loi de 1905 n'interdit pas le voilement des gamines, eh ben alors il n'y a aucune raison de l'interdire. Alors que pourtant, c'est d'abord une question de violence infantile, de maltraitance infantile, psychologique et physique pour les petites filles. Mais non, on va se réfugier derrière la loi de 1905 pour justifier ça. Donc, s'il y avait un accessoire vestimentaire qui stigmatisait une partie de l'humanité en raison de sa couleur de peau, qui aurait l'idée de faire appel à la loi de 1905 pour justifier le racisme? Personne. Donc, il n'y a personne aujourd'hui qui va trouver l'esclavage sympa parce que le Coran ne l'interdit pas. Non. Mais par contre, quand ça touche les femmes, là, c'est pas grave. Là, c'est la laïcité d'abord. Voilà. Et c'est ce qu'il faut montrer. C'est que cette femme avocate, elle défend d'abord le sexisme et le patriarcat. Si on lutte contre l'inégalité salariale, si on lutte contre toutes les formes d'inégalité envers les femmes, alors on ne doit pas accepter non plus ce genre de choses. Et bien sûr, la laïcité vient en appui. On ne peut pas écarter totalement la laïcité puisqu'elle revendique la religion. Ça vient en appui. Mais ça ne peut pas être le premier argument.